Bonjour, nous allons commencer avec ce séminaire qui porte sur les approches de l'action humanitaire et du développement. Ce séminaire a pour objectif de faire comprendre aux étudiants les principales approches méthodologiques de l'action humanitaire. Les approches de l'action humanitaire permettent de comprendre le vocabulaire technique et les pratiques professionnelles de terrain qui, depuis plusieurs années, donnent de l'efficacité aux actions déployées par les organisations humanitaires et les organisations du développement. Ces approches sont nombreuses, mais dans le cadre de ce séminaire, on va se limiter à ce qui est essentiel pour comprendre. D'abord, il faut partir du principe que l'action humanitaire sur le terrain obéit à plusieurs impératifs. Il y a d'abord les principes, le principe d'humanité, le principe de neutralité, etc. Nous l'avons déjà évoqué dans les enseignements précédents. Ensuite, il y a la complexité du réel humanitaire. Il faut comprendre que l'urgence humanitaire, que ce soit en cas de conflit ou en cas de ressources naturelles, est une action complexe, puisque sa mise en œuvre, son suivi et évaluation, les résultats escomptés peuvent être un succès si l'on respecte un certain nombre de normes, mais peuvent aussi aboutir à des conséquences négatives. D'où l'intérêt d'avoir une maîtrise des approches qui sont nécessaires pour l'opérationnalisation de l'action humanitaire. Comme je l'ai dit, ces approches sont nombreuses. Mais ici, dans le cadre de ce séminaire, nous avons sélectionné une douzaine d'approches, de techniques qui vont vous permettre de comprendre comment on peut réaliser, selon les normes, une action humanitaire sur le terrain. La première des approches que nous avons sélectionnées, c'est ce qu'on appelle l'approche HPC, c'est-à-dire le cycle de programme humanitaire. Il y a deuxièmement la gestion axée sur les résultats. Il y a l'approche Do No Harm. Il y a l'approche ne laisser personne de côté, ce qu'on appelle l'approche LNOB, Live No One Behind. Il y a l'approche qui est liée aux évaluations, c'est-à-dire l'approche 1000, ou SERA en français, c'est-à-dire suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage. Il y a l'approche en termes de reconstruction qu'on appelle reconstruire en mieux, l'approche BBB. Il y a l'approche cash en ce qui concerne les transferts monétaires dans le cadre de l'action humanitaire. Il y a le WASH qui est les questions d'eau, d'assainissement et d'hygiène. L'approche cluster que l'on connaît, l'approche Nexus, le lien entre l'humanitaire, le développement et la paix. Il y a l'approche des systèmes des marchés inclusifs. Et enfin, l'approche sur la responsabilité sociale des organisations, l'approche RSE ou l'approche RSE lorsque cela concerne les entreprises. Alors, toutes ces approches, nous les présentons ici dans le cadre de ce séminaire comme des clés d'entrée à une compréhension opérationnelle de l'action humanitaire. Il va de soi que dans le cadre de ces apprentissages, il vous appartient d'approfondir, puisqu'il y a beaucoup de documentation citée dans les notes de bas de page, qui vont vous permettre d'approfondir l'une ou l'autre approche en fonction de vos préférences. Commençons d'abord par le cycle de programme humanitaire. Comme première approche, je dirais que le cycle de programme humanitaire, ce qu'on a le HPC, propose une nouvelle méthode de travail fondée sur les enseignements tirés des opérations humanitaires antérieures. Cette approche définit les rôles et responsabilités des agents humanitaires et la manière dont ceux-ci interagissent avec les autorités locales, la société civile et les populations affectées par la crise humanitaire. Le HPC se compose d'un ensemble d'outils afin de permettre
que ce soit au coordonnateur humanitaire ou à tout autre acteur humanitaire, d'améliorer la protection et l'aide humanitaire fournie aux populations, en facilitant notamment les choses, en hiérarchisant, en orientant et en assurant un suivi efficace des décisions qui ont été prises. Donc, c'est l'approche qui est basée sur le cycle de projet. Alors, il y a d'abord à comprendre, il y a 6 éléments clés pour comprendre cette approche. La préparation aux mesures d'intervention comme premier élément, l'évaluation et l'analyse des besoins, la planification stratégique des interventions, la mise en œuvre et le suivi, la mobilisation des ressources, l'examen opérationnel par les pairs et l'évaluation. Ensuite, il y a 2 facteurs qui sont jugés comme déterminants, c'est la coordination et la gestion de l'information. Ces éléments clés et ces facteurs constituent un processus stratégique unique, inhérent au cycle de coordination et d'intervention inter-organisation, et chaque étape, en principe, doit être maîtrisée pour passer à l'étape suivante. Le cycle de programme humanitaire permet donc aux agents humanitaires de définir de manière conjointe la structure générale des interventions. Ça leur permet également de comprendre leur rôle vis-à-vis des autres organisations et d'identifier les mesures à prendre à un moment ou à un autre en adéquation avec les objectifs convenus, afin tout ceci de garantir que l'intervention soit cohérente, efficace et responsable. Le cycle du programme humanitaire va donc mettre en lumière la nécessité d'anticiper au mieux les besoins, de planifier les activités en fonction des résultats de l'analyse des risques et des données d'observation que l'on a accumulées. 3, de définir rapidement des objectifs qui vont aiguiller les interventions. Pour ce faire, les parties prenantes doivent faire preuve d'un leadership à la fois proactif et responsable par rapport au modèle de coordination choisi. 4, ça permet de faciliter la prise de décision en impliquant au maximum les populations affectées. 5, ça permet d'effectuer un suivi des interventions humanitaires et d'adapter ces interventions par rapport aux résultats et aux progrès accomplis. Enfin, 6, cela permet de prévoir une stratégie de retrait dès le début, parce que c'est important. Dès le début de la crise, on doit déjà savoir comment pourrait-on, à l'issue de cette intervention, se retirer. Et ceci pour faire preuve de transparence quant au processus de transition et de transfert des responsabilités aux partenaires locaux, ainsi qu'aux partenaires de développement s'il est là. Parce qu'un retrait qui est mal organisé, qui n'est pas bien pensé, va nécessairement conduire à des dommages et à des choses qu'on n'aurait pas souhaitées. C'est pour ça que les responsables d'une opération humanitaire doivent clairement définir et communiquer en temps opportun le processus de retrait qu'ils vont engager à l'issue de leur intervention. Cela permet aux autres acteurs de mieux se préparer et de mieux coordonner les activités afin que tout se passe dans le meilleur des conditions. Alors, le cycle de programme humanitaire va donc appuyer les capacités d'intervention des acteurs sur le terrain, et ce cycle doit constituer donc un processus interorganisation, puisqu'il y a d'abord le rôle du coordonnateur humanitaire, ensuite il y a le rôle du coordonnateur de l'équipe humanitaire du pays, il y a les coordinations sectorielles, c'est-à-dire parfois les clusters, etc. Donc tout ceci doit être intégré dans le cycle du programme afin de permettre au mieux de gérer l'intervention sur le terrain. Alors nous avons donné des références que l'on peut lire pour comprendre ce qu'on entend de façon détaillée, comment se déploie le programme humanitaire, quelles sont les relations entre le coordonnateur humanitaire, le coordonnateur équipe pays, les groupes sectoriels, c'est-à-dire les clusters, etc. Comment ceci peut se déployer. Deuxième approche que nous avons indiquée, c'est la gestion axée sur les résultats. Alors, il y a une littérature abondante sur la gestion axée sur les résultats, mais la gestion axée sur les résultats, elle peut également s'appliquer dans le domaine humanitaire.
Pourquoi? Parce que les organisations humanitaires sont souvent mal à l'aise avec le concept de gestion axé sur les résultats. Parce que c'est une méthode de management qui vise à définir les objectifs et les résultats attendus au cours des étapes d'un projet. Ce qu'on appelle la gare, car la gare aide les organisations à identifier les processus et les services pour montrer la manière dont ils contribuent aux résultats. Mais elle est rarement mise en œuvre efficacement dans les milieux humanitaires et les milieux des droits de l'homme. Parce que ces milieux-là considèrent que la gare, c'est du management, il y a le rigorisme, il y a tout un tas d'éléments bureaucratiques qui parfois entravent le volontarisme de l'action humanitaire. Ainsi donc, les professionnels de l'humanitaire sont nombreux à ne pas connaître ce que recouvre la gare et souvent s'en méfier d'ailleurs. Mais il faut rappeler que la gare est une stratégie de gestion qui jette les bases d'une approche intégrée de la planification, du suivi et de l'évaluation des programmes. Donc c'est la recherche de l'efficacité. Ça n'a rien à voir avec l'idée que c'est la bureaucratie, la technocratie, tout ça, etc. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Les exécutants d'un projet ou d'une intervention humanitaire doivent se poser 3 questions fondamentales. La première, c'est: faisons-nous le bon choix? Est-ce que nos interventions, telles que nous les envisageons, vont nous mener à notre objectif? L'objectif, il ne faut pas oublier, sauver des vies, atténuer les souffrances et permettre aux victimes de la crise de retrouver leur capacité de choix. C'est ça l'objectif. Alors, ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est: faisons-nous les choses correctement? Et enfin, la troisième question: comment le savons-nous? Quels sont les éléments qui nous permettent de dire que nous faisons les choses correctement? Et c'est là l'intérêt de la gare dans le domaine humanitaire. Il ne s'agit pas de faire du saupoudrage technocratique avec un langage bureaucratique, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de dire qu'en règle générale, la gare suit une approche de cycle de vie alignée sur les étapes essentielles du cycle de projet ou du programme. Le premier stade, soit la planification, comprend l'élaboration de la vision et la définition du cas des résultats. C'est-à-dire, quels sont les résultats? Il faut qu'on définisse quels sont les résultats qu'on veut atteindre. Second stade vient l'exécution et le contrôle, qui deviennent une tâche essentielle, afin de s'assurer l'atteinte des résultats voulus. On a défini les résultats, on exécute et on fait le contrôle. Est-ce qu'on atteint les résultats? Enfin, le suivi et l'évaluation sont une partie clé du processus, puisque les actions qui ont été menées l'ont été en fonction des résultats envisagés. On fait donc le suivi, on évalue, on voit s'il y a lieu d'améliorer, d'adapter ces actions pour pouvoir réajuster les choses et atteindre l'objectif. En définitive, on peut dire que la gestion axée sur les résultats s'intéresse beaucoup à l'apprentissage, à la gestion du risque et à la redevabilité. L'apprentissage n'aide pas uniquement à améliorer les résultats des programmes et des projets existants. L'apprentissage renforce également la capacité d'une organisation humanitaire à prendre de meilleures décisions dans la formulation des projets à venir. Donc c'est pour ça que l'apprentissage est nécessaire. Étant donné que le plan parfait n'existe pas, et le domaine humanitaire est un domaine aléatoire, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qu'on ne maîtrise pas au départ, il est indispensable que les responsables des actions humanitaires tirent les bons enseignements et apprennent des succès ou des échecs de chaque action qu'ils mènent, pour pouvoir s'améliorer et être plus efficace dans des projets à venir. Donc voilà l'intérêt de la gare dans l'action humanitaire. Troisième approche, c'est ce qu'on appelle le principe ne pas nuire, ce qu'on appelle couramment l'approche do no harm. Alors le principe ne pas nuire, ou bien do no harm en anglais, sous-tend une planification des mesures d'aide axée sur une bonne gestion des conflits. Il faut commencer d'abord par l'historique même de ce concept. Parce que le projet do no harm a débuté en 1994. C'est un processus d'apprentissage reposant sur l'expérience auquel les participants des organisations d'aide humanitaire et de développement interviennent dans des contextes d'urgence.
ce projet avait pour but d'identifier les interactions entre l'aide fournie, c'est-à-dire l'aide dispensée, et le contexte général de nature conflictuelle. C'est-à-dire, pour être plus simple là-dessus, lorsque, par exemple, des armées ou des milices volent les ressources d'organisations humanitaires, puis les utilisent à leur profit, ou les vendent pour acheter des armes, on peut dire que les conflits sont alimentés par les ressources humanitaires. Donc, l'humanitaire qui venait pour soulager peut, en d'autres termes, devenir source de conflit, peut alimenter, peut faire de telle sorte que le conflit est entretenu par de nouvelles ressources. Les organisations internationales destinent généralement leur aide à des groupes déterminés. Cela signifie que certaines personnes obtiennent de l'aide tandis que d'autres n'en obtiennent pas. Si le groupe qui se voit accorder des ressources se confond avec l'un des sous-groupes en conflit, la tension risque de monter. Parce que les autres auront l'impression que l'aide humanitaire est donnée à tel ou tel groupe pour pouvoir le renforcer. Un autre exemple, c'est l'impact sur les salaires, les prix sur le terrain. Il faut savoir que l'action humanitaire peut avoir des conséquences, peut créer une inflation des prix sur les marchés locaux et donc perturber, créer des dysfonctionnements sur ces marchés. Bref, il y a plusieurs exemples qu'on peut donner. Et ceci pour dire qu'il ne faut pas que l'action humanitaire devienne elle-même source de négativité, source de problèmes dans la société. C'est pour ça que l'économiste américaine Mary Anderson a conçu en fait cette approche de Do No Harm et finalement elle s'est imposée dans la coopération au développement. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? C'est que l'approche de Do No Harm veut dire que les projets de développement ou les projets humanitaires fournis par les acteurs humanitaires peuvent produire des effets indésirables, contrairement aux objectifs que les acteurs se sont posés. Si l'on y prend garde, une intervention peut causer des dommages en renforçant par exemple une partie belligérante. Pour éviter des conséquences néfastes, il importe dès lors d'examiner le contexte et les acteurs avant de distribuer l'aide humanitaire ou de lancer les projets de développement. Dans un conflit violent, certains intervenants tendent souvent à envenimer les différends entre les belligérants, alors que d'autres préservent ce qui les rapproche. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas être source finalement de conflit. Et dans ce sens, on peut dire que l'approche Do No Harm comprend 7 étapes nécessaires qu'il faut maîtriser. La première chose, c'est qu'il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel va se dérouler l'opération humanitaire. Parce que si c'est un contexte conflictuel, il faut bien voir dans ces sociétés quels sont les groupes qui se battent, quels sont leurs intérêts, quelles sont leurs identités, pourquoi, etc. Donc cette première étape, en fait, consiste à identifier ces groupes et à comprendre le conflit. À comprendre le conflit. Parce que c'est ça qui va vous permettre de mieux vous situer par rapport aux uns aux autres. Parce que les uns et les autres ont des divisions sociopolitiques, ont des problèmes identitaires qui les conduisent à la destruction, à la violence. Donc, il est nécessaire de comprendre le contexte. Il ne faut pas venir simplement jeter l'aide humanitaire comme on jetterait l'huile sur le feu. Ensuite, il faut analyser les diviseurs et les tensions. Ça, c'est la deuxième étape. Il faut analyser les diviseurs. Alors, une fois qu'on a compris le contexte, la deuxième étape, c'est de voir quelles sont les sources de tension dans la société. Quelles sont les tensions qui existent entre les différents groupes qui se battent. Les diviseurs peuvent avoir des origines très différentes. Ça peut être des relations économiques, des problèmes démographiques, des problèmes de religion, etc. Donc, il y a des points qui divisent les partis. Il ne faudrait pas que l'action humanitaire vienne envenimer ces points-là. Donc, il est nécessaire de comprendre cela. La troisième étape, c'est l'analyse des connecteurs et des capacités locales pour la paix. Puisque l'on mène une action, cette troisième étape consiste donc à faire apparaître l'idée que dans toutes les sociétés,
il y a les gens qui séparent certaines choses, mais il y a des gens qui unissent. Il faut donc comprendre qu'est-ce qui sépare, qu'est-ce qui unit. Vous voyez, il faut comprendre les questions, les marchés, les infrastructures, les expériences communes, les événements historiques qu'ils ont travaillé, traversé, les symboles culturels, les attitudes, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut analyser avant de faire une intervention humanitaire. Ensuite, il ne faut pas négliger les capacités locales pour la paix. Ce qu'on appelle les acteurs qui existent dans toute société, qui sont prêts à aller vers la paix. Et donc, la compréhension de ces éléments-là est nécessaire pour pouvoir assurer une action humanitaire qui ne soit pas dommageable. Quatrième point, c'est analyser le programme d'aide. Alors, cela implique de regarder tous les aspects du programme humanitaire qu'on veut mettre en place. Quel domaine et pourquoi le programme humanitaire va-t-il être mis en place? Qui en constitue le personnel? Quel est le personnel local, le personnel international? Comment celui-ci a été engagé? Parce que si vous prenez dans une opération humanitaire des gens qui viennent d'une même ethnie, ben évidemment, on risque de vous suspecter d'être partial. Quels doivent être les bénéficiaires et selon quels critères? À qui l'aide humanitaire va être distribuée? Qu'est-ce qui est fourni exactement? Qui décide? Comment l'aide est-elle dispensée, stockée, repartie, etc. Donc, tout ça, il faut analyser pour ne pas arriver à des conséquences dommageables. Cinquième étape d'analyse, c'est qu'il faut analyser l'impact de l'aide. Quel est l'impact de l'aide? Parce que finalement, l'aide humanitaire, quoi qu'on en dise, a toujours des conséquences sur la société et sur les bénéficiaires. La vraie question, c'est de savoir qui y gagne et qui y perd. C'est très important. Est-ce qu'il manque ou on ignore quelque chose? Est-ce que par mégarde, on n'affaiblit pas les acteurs locaux qui sont prêts à faire la paix par l'aide? Est-ce qu'on ne vient pas alimenter des réseaux de corruption, des réseaux d'enrichissement, des réseaux de violence? Quels sont les impacts du transfert des ressources vers les bénéficiaires? Est-ce que ça ne va pas tuer les marchés locaux? Parce que si vous inondez, par exemple, une région des sacs de riz, une région qui produisait elle-même avant le riz, évidemment, vous tuez la production locale. Et dans ces conditions-là, il faut apparaître que les bénéficiaires de l'aide vont être sur un temps long dépendants de l'action humanitaire. Sixième étape, il faut réfléchir aux options programmatiques. Il faut réfléchir aux options programmatiques. C'est-à-dire que l'analyse du programme montre que l'aide apportée parfois exacerbe les diviseurs influents sur les relations du groupe. Il y a donc lieu d'examiner comment réaliser le même programme tout en éliminant les effets négatifs sur le conflit. Comment s'appuyer sur les capacités locales, lesquelles, notamment les capacités locales de la paix, comment le programme peut être redéfini pour ne pas rater les possibilités de promotion ou de consolidation de la paix. Donc autant d'éléments qui sont nécessaires pour pouvoir faire des bons choix programmatiques. Enfin, il faut tester les différentes options programmatiques pour redéfinir le projet. Il est important, une fois que l'on a fait le choix d'une option programmatique, il est absolument nécessaire de réévaluer les incidences de la nouvelle approche sur les diviseurs et les connecteurs. Parce que il est important, pour conclure sur ce point, que l'action humanitaire ne devienne pas source de dommages, source de violence, et que celle-ci aggrave finalement la situation que l'on voulait régler. La quatrième approche que nous avons sélectionnée, c'est le principe ne laisser personne de côté, ce qu'on appelle Leave No One Behind, le principe LNOB. Alors cette approche s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2030 sur les objectifs du développement durable, notamment l'objectif numéro 1 qui consiste à réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à un autre. D'abord, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde, ça c'est l'objectif numéro 1. Et puis l'objectif numéro 10, réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à un autre. Et adhérer
donc adhérer au principe ne laisser personne de côté, défini à l'objectif numéro 10, l'objectif du développement durable numéro 10. Alors, qu'est-ce que ce principe veut dire? Ce principe veut dire tout simplement que lorsqu'on déploie une action humanitaire, les parties prenantes doivent s'assurer que la pauvreté et les inégalités sont réduites de manière durable et que personne n'est oublié. Personne n'est oublié. La question qui va se poser, c'est comment savons-nous que les laissés pour compte du reste de la population sont marginalisés? Il faut donc des indicateurs pour l'éradication de la pauvreté, il faut des indicateurs, etc., pour la réduction des inégalités et contre l'abandon. Et donc, ce principe vise donc à fournir par ces éléments clés la compréhension de l'aide humanitaire, à savoir l'aide humanitaire, lorsqu'elle se déploie, elle ne doit pas marginaliser certaines populations. Alors, les éléments clés de cette approche sont, premièrement, c'est d'abord l'engagement politique, de mettre l'accent sur les individus vivant dans la pauvreté, de lutter contre l'exclusion, d'intégrer les personnes laissées pour compte dans tous les nouveaux programmes de coopération et produire des données pertinentes. Deuxième élément clé, l'ancrage de toutes les activités sur ce principe-là. C'est-à-dire intégrer le principe ne laisser personne de côté dans le dialogue politique avec les partenaires afin qu'il n'y ait pas de discrimination, que tout le monde soit pris en compte, car cela permet de favoriser l'autonomisation et la participation des individus laissés pour compte. Troisièmement, les orientations courtes accessibles. Il faut donc fournir, par conséquent, des indications générales sur les points d'entrée du principe ne laisser personne de côté dans l'analyse, la définition des priorités, la conception, l'engagement avec les partenaires et le suivi et évaluation. Quatrièmement, la sensibilisation et la formation du personnel. Il faut former le personnel. Il faut que le personnel comprenne la nécessité, dans l'élaboration et l'exécution des programmes humanitaires, de ne pas laisser d'autres personnes de côté. Voilà ce qu'on peut dire sur ce principe. Le cinquième principe, la cinquième approche, plutôt que nous indiquer aussi, c'est le suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage. Ce qu'on appelle le MIL ou SERA en français. En français, c'est suivi, SERA, donc suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage. En anglais, on dit MIL, monitoring, evaluation, accountability and learning. Il s'agit de concevoir un cadre de suivi, évaluation, afin d'assurer non seulement la redevabilité, mais de garantir l'apprentissage pour améliorer l'action humanitaire. En effet, les agences humanitaires envisagent cet aspect de leur travail de manière plus globale. Et nombreuses sont celles qui regroupent ces 4 disciplines connexes que sont la redevabilité, l'apprentissage, le suivi et l'évaluation. Alors on a le nom, hein, ça équivaut, hein, c'est-à-dire quand on parle de SERA, on parle de MIL, c'est la même chose. Il s'agit donc, dans le cadre d'un projet humanitaire, on le trouvera dans le manuel Sphère, le standard essentiel 5, qui aborde la performance, la transparence et l'apprentissage. Et dans le manuel Sphère, donc, autour de ce standard essentiel 5, il est dit que le suivi, l'évaluation, la responsabilisation et l'apprentissage font partie de la gestion quotidienne des programmes et sont essentiels au succès de la plupart des programmes, projets, initiatives, interventions, et même des organisations dans leur ensemble. Donc, appuyez-vous sur ce standard essentiel numéro 5 pour comprendre ce qu'on entend par MIL ou SERA. Le personnel de MIL est la police et les analystes de la qualité des activités quotidiennes des projets et de l'utilisation des ressources dans les projets et dans les contextes organisationnels. Ils jouent un rôle essentiel en responsabilisant toutes les parties prenantes et les autres composantes, ainsi qu'en éclairant la prise de décision et en appuyant le tout avec des données et des preuves. Le système MIL ou SERA permet donc d'adapter les programmes humanitaires au contexte changeant. Avec l'apprentissage, on apprend pour mieux faire. On apprend, on évalue pour apprendre et on apprend pour mieux faire. Les standards du projet MIL sont donc structurés en 4 phases. Il y a 4 phases il y a d'abord au niveau de la conception,
au niveau de la conception du programme, premier niveau. Deuxième niveau, la planification et le lancement. Troisième niveau, la mise en œuvre. Et quatrième niveau, l'apprentissage et clôture. Donc, c'est pour dire, en définitive, sur ça, que le système 1000 permet d'adapter les programmes humanitaires au contexte changeant. Chacun des standards minimums dispose d'indicateurs dont le contrôle permet de déterminer s'ils sont en passe d'être atteints. S'ils sont en passe d'être atteints de façon équitable pour l'ensemble de la population, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un reste marginalisé ou reste de côté. Donc l'évaluation, en définitive, l'évaluation stimule l'acquisition des connaissances qui permet donc d'améliorer les politiques et les pratiques humanitaires de terrain. Et c'est à ça que renvoie la conception du 1000 qui vise donc à rendre l'action humanitaire efficace sur le terrain. Sixième approche que nous avons choisie, c'est ce qu'on appelle reconstruire en mieux. BBB en anglais, Build Back Better. C'est dans le domaine de la reconstruction, on dit, alors pour schématiser, il y a eu une catastrophe naturelle, il y a eu peut-être un tremblement de terre, etc. Les maisons se sont écroulées. Bref, il s'agit donc de reconstruire. Mais il faut reconstruire en mieux. Il ne faut pas reconstruire pour que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous voyez? Il faut donc tenir compte du fait que s'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés, etc. à cause d'un tremblement de terre, c'est que les constructions qui étaient là n'ont pas respecté un certain nombre de normes sismiques qu'il faut donc intégrer dans les nouvelles constructions. Ça ne sert à rien de construire à la va-vite de façon désordonnée au motif qu'on veut vite reloger les populations. Il faut partir du principe que la reconstruction doit prendre des mesures de prévention des risques de catastrophes. Ça, c'est un élément essentiel pour reconstruire en mieux. Il faut que la reconstruction adopte et applique des règlements d'occupation des sols appropriés qui limitent, par exemple, la reconstruction dans les zones à risque. S'il y a eu catastrophe humanitaire dans une zone à risque, on ne peut pas y aller y reconstruire. Oui. Il faut reconstruire en mieux des infrastructures tout en maîtrisant les aléas tels que les digues. Il faut prévoir que s'il y a eu des inondations, alors si on reconstruit, ben, on sait que les inondations vont revenir un jour ou l'autre. Donc il faut prévoir peut-être des digues, etc. pour protéger les maisons. Donc cette approche, en fait, renforce la résilience dans le secteur de la construction et du relèvement et permet donc de prévenir les catastrophes futures. C'est dans ce sens que l'approche BBB fait partie intégrante des thématiques transversales de la reconstruction et du relèvement. Et donc, le but ici, c'est de faire de telle sorte que la reconstruction soit faite en mieux et que les catastrophes qui ont été à l'origine de la crise humanitaire soient à l'avenir évitées. C'est donc important. Alors il y a un jeu qu'on appelle WW2 qui propose des schémas de reconstruction des villes détruites par la Seconde Guerre mondiale. On peut jouer là-dessus pour voir ce que c'est l'approche publique. Septième approche indiquée dans ce séminaire, c'est le programme de transfert monétaire. Alors, vous savez, la situation de crise humanitaire fait qu'il n'y a plus de banques, le circuit est complètement désarticulé, etc. Mais malgré ça, on a besoin d'argent. Comment faire? Bien souvent, l'argent, on en a besoin pour acheter des choses. Les gens qui vivent dans des camps parfois ont besoin d'argent pour aller acheter des choses sur les marchés voisins, dans les villages à côté, etc. Lorsqu'ils ne sont pas directement tous nourris par le programme. Donc, pendant les crises humanitaires, les programmes de transfert monétaire fournissent une aide financière directe aux bénéficiaires. C'est du cash qu'on donne parfois aux gens qui vivent dans les camps pour qu'ils puissent acheter ce dont ils ont besoin sur les marchés locaux. Les programmes de transfert monétaire font partie donc des divers types de services offerts dans la boîte d'outils pour les interventions humanitaires. Et ces programmes aident les victimes dans des situations où il n'y a pas de possibilité d'obtenir par exemple des emplois, où on n'a pas de possibilité d'avoir des revenus ou des moyens de subsistance, etc. Donc on donne de l'argent aux personnes pour pouvoir les aider à faire leur achat, la nourriture, etc. Alors ces programmes sont bien encadrés, donc il faut tenir compte de ça. On peut dire, donnons quelques exemples pour être mieux compris. Il y a par exemple des transferts monétaires qu'on peut faire sans condition.
Ça, c'est des paiements en argent, bon, ça arrive. Il y a la possibilité de faire des transferts monétaires avec des conditions, c'est-à-dire indiquer ce qu'on peut dépenser, ce qu'on peut acheter avec cet argent qui est donné. Vous voyez, qu'est-ce qu'on va acheter? On va interdire, par exemple, qu'on achète de l'alcool avec cet argent, etc. On peut aussi fournir des bons de provision, comme technique de transfert monétaire. Avec ces bons de provision, on va récupérer dans les magasins, dans les entrepôts, le riz, enfin, les riz, les pâtes, et tout ça, etc., ce dont on a besoin, etc. Ça peut être aussi un programme d'argent contre travail. C'est-à-dire que le bénéficiaire reçoit de l'argent contre des heures de travail passées à rétablir, par exemple, reconstruire des ponts, reconstruire des infrastructures communautaires, etc. Donc les programmes de transfert monétaire existent dans le cadre de l'action humanitaire. C'est fréquent d'ailleurs, de plus en plus. Néanmoins, l'expérience à long terme montre qu'à l'exception de la plupart des familles touchées par des crises humanitaires, à qui on octroie de l'argent, il faut faire très attention que cet argent ne serve pas simplement à rembourser des dettes, ou il y a des gens aussi qui peuvent être escroqués, etc. Ça peut donner aussi la violence, parce que dès lors qu'on sait qu'il y a l'argent, ben, ça peut aboutir à des détournements, à des vols de fonds, même de la part de ceux qui animent les programmes humanitaires. Donc on doit être prudent là-dessus. Le huitième point, la huitième approche, ce qu'on appelle le WASH, eau, assainissement et hygiène. Water, sanitation, hygiène, donc le WASH. Alors, le secteur de l'eau et de l'assainissement et de l'hygiène est un secteur très sensible parce que c'est là souvent qu'il y a beaucoup de morts, parce que vous savez, dès que l'eau est contaminée, dès que l'assainissement n'est pas bien assuré, il peut y avoir des maladies diarrhéiques, etc., etc. Et donc, la question de l'alimentation, la question de la santé, la question des abris est en articulation avec la question de l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Parce qu'il est primordial de garantir un accès à l'eau potable en qualité suffisante lors d'urgences ou de crises. Il est essentiel également d'assurer l'assainissement de l'eau et d'assurer un minimum d'hygiène, sans quoi les interventions humanitaires vont connaître beaucoup de difficultés. Alors, donc, pour dire que les interventions WASH dans les camps humanitaires visent à satisfaire finalement les besoins de base et d'améliorer l'accès des bénéficiaires à une eau de bonne qualité, à un assainissement, à des pratiques d'hygiène, etc. Donc, alors, on trouvera, pour être plus détaillé, on trouvera dans le manuel Sphère les normes liées à l'assainissement. On a par exemple le standard 1.1 sur l'hygiène, la promotion de l'hygiène, qui concerne les questions de repérage, d'obtention et d'utilisation des articles d'hygiène. On a le standard 1.3 sur l'hygiène qui concerne la gestion de l'hygiène menstruelle et de l'incontinence, parce que ce sont des problèmes qui arrivent. C'est pas parce qu'on est dans... Lorsqu'une femme est dans un cas humanitaire, ben, les menstrues ne s'arrêtent pas. Donc c'est des questions que l'on ne doit pas oublier. Il en est de même pour les personnes avec les questions d'incontinence. Il faut fournir des couches, tout ça, etc. pour les gens qui ont par exemple l'incontinence urinaire. Nous avons les standards 2.1 sur l'approvisionnement en eau, qui garantissent l'accès à l'eau de qualité et de quantité suffisante. Le standard 2.2 sur l'approvisionnement en eau, et puis le standard 3.1 sur les questions de la gestion des excréments humains notamment. Donc comment on gère les excréments, les matières fécales, etc. Comment c'est traité, ce sont des questions qui sont essentielles. Donc vous pouvez lire tous ces standards qui sont dans le manuel Sphère, qui consacrent la mise en œuvre de l'approche WASH. Neuvième approche, l'approche cluster, ce qu'on appelle le groupe sectoriel. Alors c'est une approche qui est devenue classique, puisque aujourd'hui on parle de Nexus, mais enfin les clusters existent toujours, c'est-à-dire qu'au lieu que tout le monde puisse faire tout à la fois, on essaie de regrouper dans des groupes sectoriels tous ceux qui interviennent dans le même domaine. Par exemple, on va avoir un cluster éducation, on peut avoir un cluster eau, on peut avoir un cluster santé qui est coordonné par un lead et qui permet à tous ceux qui interviennent dans le camp sur ces questions-là de pouvoir travailler ensemble pour éviter que les mêmes actions soient faites par des duplications et qu'il y ait une perte d'efficacité. Alors, quels sont les critères d'activation des groupes sectoriels? Alors, il y a d'abord les mécanismes d'intervention et de coordination.
lorsque ces mécanismes d'intervention des coordonnateurs présentent des lacunes, il faut vraiment mettre en place tout le monde dans un groupe sectoriel. Deuxième élément, critère d'activation, c'est les capacités d'intervention et de coordination sont inexistantes au niveau national. Ou lorsqu'il y a manifestement une incompétence pour pouvoir gérer. Et là, on a des actions qui s'entrecroisent, des conflits, etc. Donc, il faut mettre en place un cluster pour pouvoir tout coordonner. Comment ça fonctionne? Alors, le cluster, il y a d'abord le coordonnateur résident, qui est en principe, et les organes chefs de file du cluster. Il y a les organismes chefs de file au niveau, d'abord au niveau mondial, et puis il y a aussi au niveau national, et vous avez toute la coordination qui va se faire avec les instances des Nations Unies, etc., pour pouvoir assurer la réalisation d'un cluster. Il s'agit finalement de faire quoi? D'abord, soutenir les prestations de services par les parties prenantes du cluster. Le cluster, c'est comme une plateforme stratégique d'intervention humanitaire où les priorités sont définies et chacun va intervenir en fonction de ses priorités. Ça permet donc aussi de guider les prises de décision stratégiques du coordonnateur résident. Ça permet de planifier et de mettre en œuvre des stratégies sectorielles en élaborant des plans sectoriels. Ça permet de suivre et d'évaluer les performances de l'action menée sur le terrain. Ça permet de renforcer les capacités nationales de préparation et de planification des mesures. Et ça permet enfin de promouvoir une campagne de sensibilisation en identifiant les préoccupations et en transmettant les informations les plus importantes pour que le plaidoyer se fasse. Donc, le cluster, il y a une coordination intersectorielle aussi, c'est-à-dire qu'il y a des clusters, mais il y a une coordination intersectorielle au niveau du IASC des Nations Unies. Donc, les clusters ont quand même donné des résultats, même si l'on dira que les résultats ne sont pas les mêmes partout. On peut lire, il y a une littérature abondante sur les clusters, je vous renvoie à cela. Alors, constatant parfois l'inefficacité des clusters, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que ceux qui font l'action humanitaire interviennent dans un certain nombre de champs. Ceux qui font les organisations du développement, qui travaillent pour le développement, interviennent aussi de leur côté. Les organisations qui sont là pour la paix travaillent. Donc on a l'impression que sur le terrain, il y a des compartiments. Et ce qui finalement rend l'action inefficace pour le pays. Chacun essayant de refaire parfois ce que l'autre a déjà fait. Alors, au regard de tout ça, a été donc élaboré ce qu'on appelle ici le Nexus, donc l'approche Nexus, qui vise à renforcer la collaboration, la cohérence et la complémentarité entre les acteurs humanitaires, les acteurs du développement et les acteurs de la paix. C'est ça le Nexus. C'est-à-dire que faire de telle sorte que tout le monde travaille ensemble, mais chacun garde son identité et ses moyens. Parce qu'il ne s'agit pas de faire une forme de fusion-acquisition, de fusion-absorption des autres organisations. Il s'agit de te mettre ensemble pour être plus efficace sur la triple dimension humanitaire, développement et paix. En Afrique, le Cameroun est l'un des premiers pays où l'expérimentation Nexus est menée depuis 2016. On peut lire la littérature abondante qu'il y a sur le Nexus, car il s'agit là de mettre tout le monde ensemble pour renforcer les activités, être plus efficace et surtout favoriser la transparence et la redevabilité. Parce qu'on a vu aussi que certaines organisations, en même temps, étaient du côté de l'humanitaire, étaient du côté du développement, mangeaient à tous les râteliers, etc. Donc là, je pense que ça va mettre en place une musique, une coordination tridimensionnelle où tous les acteurs sont impliqués et il y a un cadrage stratégique qui permet de savoir qui fait quoi, une planification stratégique qui détermine les actions que les uns et les autres sont appelés à mener sur le terrain. 11e approche, c'est l'approche des systèmes de marché inclusifs. Le développement des marchés inclusifs, ce qu'on appelle le DMI, est une approche pour appuyer les marchés à être plus accessibles et avantageux pour les populations pauvres. Parce qu'il ne faut pas oublier le rôle des marchés. Parce qu'il faut qu'il y ait des systèmes de marché entre les travailleurs, les producteurs, les entrepreneurs et les consommateurs. Parce que l'économie du pays ne va pas repartir si les marchés ne sont pas inclusifs. L'approche DMI, des marchés inclusifs, repose sur l'hypothèse
selon laquelle deux conditions doivent être remplies pour permettre aux personnes de construire des moyens de subsistance durables. Deux conditions. La première, il doit exister des opportunités sur le marché, soit pour le travail indépendant, soit pour le travail salarié. Deuxième condition, il doit exister un besoin de qualification de compétences. Cela permet d'accéder aux opportunités des marchés existants. Alors, c'est une approche d'incitation-attraction qui prévoit deux séries d'interventions distinctes. D'une part, les interventions d'incitation qui visent à développer les compétences et les capacités du groupe ciblé pour s'engager pour le marché. Et d'autre part, l'approche est utilisée pour développer des secteurs et des chaînes de valeur susceptibles de créer et de diversifier les opportunités de marché offertes au groupe cible ou à la communauté d'accueil. Il s'agit finalement de comprendre que lorsqu'on mène une action, il ne faut pas compter simplement sur les gens qui viennent de l'étranger. Il faut voir, est-ce qu'on peut développer localement des gens qui ont des compétences, des qualifications, etc. pour qu'ils travaillent. Et qu'est-ce qu'on peut faire de telle sorte que les marchés locaux puissent se réajuster et puissent fonctionner, fournir les biens et les services dont on a besoin, pour faire de telle sorte que l'économie locale tourne et que tout le monde y trouve son compte. Voilà l'idée qu'il y a derrière cette approche du marché inclusif. Enfin, 12e approche, comme l'a indiqué, c'est la responsabilité sociale des organisations, notamment les organisations humanitaires, mais également qui est corollaire aussi à la responsabilité sociale des entreprises. Alors, la responsabilité sociale des organisations, elle est très importante, parce qu'il y a eu une prise de conscience, déjà avec le Club de Rome, dès 1968, sur le développement, l'impact du développement, les résultats du développement. Cette prise de conscience s'est traduite lors du sommet de Rio de 92 par les 27 principes du développement durable qui ont été élaborés et l'agenda 21. Alors, on part de l'idée que les organisations humanitaires ont une responsabilité. Et ça, ce n'est pas négligeable. D'abord, il faut replacer l'homme et la nature au centre de l'action. C'est l'homme et la nature au centre de l'action. Par conséquent, les organisations humanitaires doivent s'impliquer dans cette vision en se basant sur 4 piliers essentiels. D'abord, le pilier environnemental. L'action humanitaire doit respecter et protéger l'environnement, c'est-à-dire minimiser les impacts de l'action humanitaire sur l'environnement. Le deuxième pilier, c'est le pilier social, par lequel l'organisation doit promouvoir des bonnes conditions de travail. L'action humanitaire ne doit pas être le lieu de l'esclavage. Ce n'est pas parce que les gens ont faim, ce n'est pas parce que les gens sont dans une crise humanitaire, ce n'est pas parce que les gens sont dans la détresse qu'ils doivent être utilisés comme des esclaves. Ça, il faudrait faire très attention. Rappelons-nous du principe de dignité humaine. Les gens doivent être traités avec dignité, avec le respect de leur dignité humaine. Troisième pilier, c'est le pilier économique. Le pilier économique. Il faut éviter les impacts négatifs sur l'économie locale. Parce que si l'on prend un camp humanitaire, par exemple, un camp humanitaire, il y a un écosystème autour du camp humanitaire. Il faut éviter que le camp humanitaire vienne déstructurer l'économie locale. D'où l'intérêt de bien comprendre le rôle économique que peut avoir l'action humanitaire. Enfin, le quatrième pilier, c'est la responsabilité et la bonne gouvernance. Il n'y a pas de bonne action humanitaire sans bonne gouvernance. L'action humanitaire ne s'inscrit pas dans la logique de la corruption, dans la logique du gaspillage, etc. Et d'où la nécessité de s'assurer que les acteurs humanitaires rendent compte de ce qu'ils font sur le terrain et rendent compte à ceux qui financent cette action humanitaire. Mais ils doivent aussi rendre compte aux bénéficiaires, leur expliquer pourquoi il y a ceci qui manque, pourquoi ceci a été fait, etc. C'est très important parce que c'est cette communication qui va améliorer la relation entre l'organisation humanitaire et les bénéficiaires sur le terrain. On peut donc dire, en conclusion, en ce qui concerne ces différentes approches, que certes, ces approches ne constituent pas, je l'ai dit, la totalité des approches que l'on peut trouver, mais
ces approches recouvrent des réalités pratiques contrastées et peuvent évoluer sensiblement au gré des analyses et des expériences acquises sur le terrain. Il est donc important de les apprivoiser, de comprendre ces approches, afin d'être à même de mieux comprendre le fonctionnement des organisations humanitaires et surtout des agences de développement. Il reste que seule la pratique professionnelle peut permettre de mieux expérimenter. Les éléments théoriques que je viens donc de donner doivent être complétés avec la pratique, mais aussi avec des lectures détaillées qui sont communiquées dans le cadre de ce séminaire, dans les notes de bas de page. Je vous remercie.